Comment on fait en tant qu'organisation collective pour renverser un système? Les chercheurs, ils commencent par simple, la hola dans les stades. C'est un modèle de point de bascule. C'est combien de personnes il faut pour faire une hola. Réponse simple, il en faut 35. Maintenant, si tu veux pousser vers la révolution, t'as un peu la même dynamique. Mehdi Moussaïd est le youtubeur spécialisé sur l'étude des foules. Comment une société se structure et qui peut en devenir le chef? Si Squeezie dit on y va, on fait la révolution, est-ce qu'il va être suivi? C'est ce qu'on a essayé de comprendre avec lui aujourd'hui. Tu prônes un monde sans chef? Ça dépend. Souvent, le chef n'est pas celui qu'on croit. Souvent, le chef n'est pas celui qu'on croit. Les fourmis sont mieux organisées que les humains. Pareil. La majorité a-t-elle toujours raison? Non, pas toujours. Dans une équipe, qui fout le plus le bazar, le leader ou le suiveur? C'est souvent le leader qui fait le bazar. Est-ce que tu peux repérer un vrai leader dans une pièce en 10 secondes? Non, je peux pas faire ça. Si on enferme 20 inconnus dans une salle, combien de temps un chef émerge? Ça dépend ce qu'ils sont en train de faire, mais ça peut être super rapide. Quelques minutes, ça va se faire. Est-ce qu'on vote bien ou très mal? Avec le système actuel, c'est pas terrible. Un groupe peut-il vraiment prédire l'avenir ou c'est un mythe? Un groupe peut vraiment prédire l'avenir, ouais. L'école ne nous apprend pas à collaborer? Non. La compétence numéro 1 que l'école devrait enseigner? En plus de celle qui existe déjà, pour moi, c'est discuter efficacement. Devant les maths? Non. Les maths, c'est la pensée abstraite, c'est important. L'IA, futur chef parfait ou futur tyran? Il faut un IA et un humain en même temps. Ça sera un chef parfait. Tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils ont sans doute un chef ou ont eu un chef. Moi-même, je suis aussi le chef de ma rédaction. Mais une organisation sans chef, est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible. C'est un peu difficile. Ça demande surtout beaucoup de méthodes. C'est ça qu'on découvre quand on fait nos expériences en intelligence collective. On découvre que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Mais qu'en fait, si on met le groupe dans les bonnes conditions, qu'on utilise la bonne méthode, là, ça peut marcher. Ça peut marcher même mieux que si on avait un chef et mieux que n'importe lequel des gens du groupe pris séparément. Et c'est possible aujourd'hui dans les organisations qu'on connaît? Ouais, ce serait carrément possible. Alors, il va y avoir un gros frein culturel, en particulier en France, où on est très orienté vers l'organisation verticale. Mais imaginons qu'on passe ce frein. En théorie, c'est possible. Il y a des outils qui existent. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit juste complètement libre. Il faut qu'il y ait, en général, on parle de facilitateurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent la littérature scientifique, qui savent comment fonctionne un groupe, puis qui vont essayer de mettre le groupe dans les bonnes conditions à chaque fois. Tu vois. Mais dans ton livre, ce que tu expliques, c'est que très rapidement, une des premières solutions, alors il y a deux solutions. Il y a des personnes qui vont émerger en disant j'ai la réponse, je sais, suivez-moi, je suis le chef. Et il y a aussi la question du vote. Tu parles du vote. Oui, alors il y a plusieurs questions dans ce que tu me dis. En gros, c'est pour dire est-ce que ça dépend de la culture, les stratégies qu'on va opter quand on va être sans? Est-ce que ça dépend de la culture ou pas? Et comment on choisit la meilleure organisation? Ok. Est-ce que ça dépend de la culture? La réponse est oui, clairement oui. C'est-à-dire qu'en fonction des pays, finalement, on va avoir un mode d'organisation un peu différent. Il y a une étude que j'aime beaucoup d'un psychologue social qui s'appelle Gerd Hofstede. Et en fait, il travaillait chez IBM et il a fait circuler un questionnaire scientifique à tous les employés. Donc, il a reçu 116 000 réponses de gens qui travaillent dans 50 pays différents. Et c'était un questionnaire qui était relatif à la position par rapport à la hiérarchie. Donc, est-ce que les gens acceptent l'autorité du chef? Est-ce qu'ils la trouvent légitime ou est-ce qu'ils vont plutôt la contester, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette étude, finalement, en fonction du pays où résidaient les gens qui ont répondu, en fait, il obtient des tendances différentes. Et ça te donne une vision mondiale des gens qui sont plutôt pro-centralisation, pro-autoritarisme en quelque sorte, et des pays qui sont plus décentralisés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pays qui vont être à un extrême de cette échelle d'autorité, comme par exemple la Russie, la Chine, les pays arabes, dans une moindre mesure les pays sud-américains. Il y a des pays qui sont un petit peu intermédiaires en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Et puis les pays qui sont à l'autre extrême, c'est les pays scandinaves. Typiquement, voilà, on l'avait deviné. Note cependant qu'en France, c'est le pays européen qui a le degré d'autoritarisme le plus élevé. D'accord ? Donc si tu regardes juste l'Europe, il y a un point qui est plus foncé que les autres. C'est celui de la France. Finalement, les Gaulois réfractaires ne sont pas si réfractaires que ça. Acceptent une soumission au chef beaucoup plus en fait, moi, j'étais un peu surpris en voyant ça. J'ai refait la cartographie moi-même parce que c'était des vieilles données qui étaient juste numériques. Donc, je les ai ressaisies, j'ai refait la cartographie. Et en fait, j'étais assez étonné de voir que la France était foncée alors que c'est le pays
de l'égalité, de la liberté, etc., où on est tout le temps en train de râler vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis du chef, finalement, dans un contexte professionnel, il faut bien mettre les données dans leur contexte, donc c'était vraiment juste les employés dans une entreprise, en fait, on s'attend plus à donner les responsabilités au chef que dans d'autres pays européens. Donc là, il y a la question du chef et la question du vote aussi. Dis-moi si je me trompe, mais dans ton livre, ce que j'ai lu, c'est peu importe la culture, le choix du vote, ou en tout cas de choisir en groupe, de déléguer sa responsabilité, c'est commun à toutes les cultures. Et ça m'a étonné quand aussi on peut se dire, pareil, la France, il y a ce côté, on vote, on est républicain, etc. On sait que dans tous les pays du monde, c'est pas le cas. Et pourtant, c'est un trait qu'on a en commun. Bon, l'expérience à laquelle je fais référence, donc là, c'est des participants qui sont mis au laboratoire et puis, en fait, ils doivent résoudre un problème. Et on voit que spontanément, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voter et puis ils vont suivre le nombre de mains qui se lèvent le plus important, quoi. Et finalement, c'est une constante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est avec des gens, on a besoin de choisir, on ne sait pas, on vote et puis on suit la majorité. Probablement parce que c'est plus facile de le faire comme ça plutôt que de négocier, ça permet d'aller plus vite. Il y a aussi un côté rassurant disons, à contredire le moins de personnes possible. Voilà, donc si la majorité veut faire quelque chose, allez, on y va, comme ça, il y aura moins de déçus. Et c'est ce que tu dis dans ton bouquin, c'est que confronter quelqu'un en lui disant je refuse ton avis, ça active les mêmes zones que la douleur. Ouais, il y a quelque chose de difficile en disant toi, on va pas prendre ton avis parce que t'es débile, on n'a pas envie de t'écouter, tu dis n'importe quoi depuis des années, on prend. Ça, c'est des choses qu'on fait pas. Même cette personne-là, on va quand même l'inclure dans le vote. Même si on n'a pas envie qu'il y ait des raisons, mais on va quand même l'inclure dans le vote parce que naturellement, il y a notre côté social qui ressort où on se dit allez, on prend l'avis de tout le monde et on verra ce que ça donne. Il y a un truc marrant aussi dans l'expérience. Donc, tu as identifié des chefs qui émergent dans le groupe et tu t'amuses à les retirer un par un. Et qu'est-ce qui se passe ? Et les gens détestent quand je fais ça. Les participants détestent quand je fais ça. Lesquels ? Les participants ou les chefs ? Non, les autres aussi. C'est ça qui est incroyable. Même les subordonnés. C'est l'expérience de coordination avec les panneaux de couleurs. Je leur ai demandé d'essayer de reproduire un modèle de dessin type pixel art, comme cette tête de monstre par exemple, en prenant chacun un panneau de couleur et en allant se placer correctement sur cette grille de 10 par 10. En filmant la scène avec une caméra aérienne et en demandant aux participants de soulever le panneau au-dessus de leur tête, on doit voir apparaître exactement le même dessin que sur le modèle. Et là, ils n'y arrivent pas du tout. Et en fait, ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est ce qu'on décrivait au début, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui en a marre et qui va prendre le rôle du chef, qui va dire ok, arrêtez de bouger, là, taisez-vous, écoutez-moi, et puis qui va dire toi, tu prends le panneau vert et tu te mets là, toi, tu prends le panneau bleu. Donc en fait, c'est comme si tout le problème s'était concentré dans l'esprit d'une personne. On a une forte centralisation qui apparaît d'un seul coup. Et la question qu'on se posait, c'est vraiment, est-ce que c'est juste parce que lui, là, qui a pris le rôle du chef, est-ce que c'est parce qu'il a une personnalité de chef ? Ou est-ce que c'est d'une manière générale, ça va se produire ? Donc, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un est apparu, on l'enlève. Et puis, on regarde ce qui se passe avec ceux qui restent. Je vais couper les leaders qui sont en train de se préparer là. Je vais leur interdire de participer au prochain coup, tout simplement. Mais en fait, je l'improvise parce que je les vois en train de s'organiser. Ça m'agace un peu, donc je vais leur couper l'herbe sous le pied. L'organisation du groupe est désormais parfaitement en place. On a même des rôles spécialisés qui sont apparus, comme la vérification d'erreurs ou le contrôle du placement. C'est donc le moment idéal pour tester une nouvelle condition. Comment réagit la foule lorsqu'elle est privée de ses leaders ? Et ce qui est marrant, c'est que nous, les chercheurs, on est des humains aussi. Et donc, à première vue, on est là, je ne crois pas qu'il y a d'autres façons de faire. Même le chercheur lui-même se dit, à mon avis, c'est la seule façon de faire. Il est d'accord avec les participants, tu vois, on est tous là, il faut un chef pour coordonner tout le monde. Du coup, ce qu'on fait pour rester le plus neutre possible, c'est qu'on va essayer de voir comment d'autres individus l'auraient fait. Et d'autres individus, j'entends pas d'autres cultures, mais une autre espèce animale presque. Ouais. Okay, donc en fait, on va retrouver un problème qui est un peu équivalent et qu'on va soumettre dans une colonie de fourmis, par exemple. Et un élément scientifique important pour faire des expériences avec les fourmis, c'est que tu sais que le système est décentralisé. Et tous les fourmilières, tu sais à l'avance qu'elles n'ont pas de chef. Donc, pour casser une idée reçue rapidement, la reine des fourmis, c'est pas du tout le chef de la fourmilière. On l'appelle reine par anthropomorphisme parce que la première fois que des gens l'ont découvert, ils ont dit « Oh, il y en a une grosse au milieu, elle est protégée, ça doit être la reine, on va l'appeler la reine. » Mais en fait, c'est pas du tout une reine au sens royaume, c'est vraiment juste une pondeuse. Oui, c'est ça. Du coup, quand on a un problème comme celui des panneaux de couleurs et qu'on se dit tout le monde s'organise de façon centralisée autour d'un chef, est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire ? Tiens, on va essayer avec nos fourmis parce qu'on sait qu'elles n'ont pas de chef et on va voir si elles trouvent une autre façon de faire. Donc là, on était sur des problèmes de coordination. Par exemple, la construction d'une fourmilière, c'est un problème de coordination. C'est comme les panneaux de couleurs, c'est-à-dire qu'il faut que chaque fourmi aille chercher une petite boulette et la mette au bon endroit. Et s'il y en a deux qui se télescopent, qui font la même chose, ça ne marche pas. Et si elles les mettent n'importe où, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut se coordonner.
Et donc, on fait des expériences de construction qui sont assez faciles à organiser parce que les fourmis, elles construisent dès qu'elles se sentent un petit peu trop exposées. Donc, tu mets des fourmis dans une boîte avec de la terre, tu mets la lumière assez fort et finalement, elles sont trop exposées et tout de suite, elles se mettent à construire. Donc, hop, tu peux créer comme ça une expérience de coordination semblable dans un système qui est complètement décentralisé et tu regardes si elles s'organisent différemment. Et la réponse est oui, elles s'organisent différemment. Elles s'organisent avec un mode qui est pas du tout spontané pour nous, qui porte un nom, ça s'appelle de la stigmergie. Alors c'est un nom compliqué, mais finalement c'est assez simple. C'est-à-dire que chaque individu, fourmi, va réagir pas en fonction des ordres qu'elle reçoit, mais en fonction de ce qui reste à faire. Donc tu as une fourmi qui se dit « Tiens, je vois qu'il y a un pilier qui a commencé à monter ici. Je vais mettre une pièce par-dessus parce qu'apparemment, il y a un pilier qui monte, donc il faut continuer à le monter. » Il y en a une autre qui arrive qui dit « Ah tiens, il y a un pilier, il faut un deuxième à côté pour faire un toit. » Donc, elle commence à construire un deuxième à côté. Il y en a une troisième qui voit les 2 piliers, qui dit « Ah tiens, il y a 2 piliers, je vais commencer à mettre le toit. » Et en fait, chaque fourmi va réagir par rapport à ce qui reste à faire, qu'elle a vu. Il y a un projet humain qui est très, très connu, qui est construit entièrement sur ce principe. C'est Wikipédia. Tu as un projet qui est en cours de construction, c'est un article encyclopédique qu'on écrit, ok ? Et en fait, les gens vont juste le consulter ou passer devant, etc. Et puis, il y en a un qui va voir qu'il y a une faute d'orthographe. Hop, double-clic, je corrige la faute. Donc en fait, il n'y a personne qui t'a dit de corriger la faute. Il n'y a pas de chef qui t'a dit. Tu as été guidé par l'état actuel du projet qui est en cours de construction. Okay, si tu te dis, ah bah tiens, ce serait mieux avec une photo, tu prends l'initiative toi-même d'ajouter une photo. Tiens, je vais ajouter ce paragraphe parce que j'ai une connaissance que les autres n'avaient pas. J'ajoute un paragraphe, etc. Et progressivement, guidé par ce qui reste à faire, et ben finalement, tu as un article qui va émerger. Qui est solide comme un article Wikipédia. Est-ce qu'on est plus intelligent à plusieurs ? Je pense à un exemple, je crois que c'était Axolot qui était en live un jour. J'avais assisté à une conférence où il expliquait ça. Il était en live avec le Louvre, le musée du Louvre. Il était avec une conservatrice du Louvre et il se retrouve face à un objet ancien. Et la conservatrice du Louvre a du mal à dire ce que c'est alors qu'elle est censée le savoir, mais ce soir-là, elle ne sait pas. Et en quelques secondes, son chat retrouve exactement le détail de l'anecdote, du machin, du truc. Super exemple, j'adore. Donc là, c'est une forme d'agrégation de connaissances, de recherche distribuée en quelque sorte, où tu as tout le monde qui va se mettre à chercher quelque chose et il commence à explorer dans tous les sens et puis ça augmente les chances que quelqu'un trouve. La réponse est vraiment ça dépend. Okay, ça dépend de comment ils s'organisent. S'ils s'organisent bien, oui, ils vont être plus intelligents que même le meilleur membre du groupe. Plusieurs exemples à cela. Celui que j'aime beaucoup, c'est la partie d'échecs parce que j'ai pas mal travaillé sur ce projet. Je l'ai fait. Il me fallait d'ailleurs pas mal de participants pour le jeu d'échecs. En réalité, vraiment beaucoup de participants. Il en fallait 25 000. À nouveau, on teste différentes méthodes. Par exemple, la méthode la plus simple, c'est le vote. Où tu dis, en fait, je vais les faire voter sur chaque coup. Donc, chacun choisit un coup. Et le coup le plus populaire, il est joué sur l'échiquier. Et ensuite, on avance comme ça, progressivement. Le vote, c'est super intéressant. Il y a déjà plein de choses à dire. Donc, est-ce qu'ils jouent mieux collectivement que seul ? Oui. Avec un simple vote, un groupe va jouer mieux que le meilleur membre du groupe. Il y a une forme de dilution des erreurs d'inattention. Okay, aux échecs, en général, quand tu perds une partie, c'est parce que tu as fait des gaffes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as bougé une pièce et « Ah zut, j'avais pas vu, elle se fait manger là, j'avais juste pas vu que… » Donc, c'est une petite gaffe. Il se trouve qu'il est très, très, très improbable que tout le monde, en tout cas que la majorité, fasse la même gaffe. Okay, en général, une gaffe, c'est un petit peu de bruit sur ton signal, tu vois, c'est un petit peu aléatoire. Et donc, il y a plein de gens qui font des gaffes, mais ils font des gaffes différentes. Donc, il n'y a jamais un avantage majoritaire sur une gaffe. En revanche, il y a un type de gaffe que tu ne peux pas effacer avec la majorité, c'est des formes de pièges. Okay, c'est-à-dire que tu vas avoir, pour un coup particulier, tout le monde qui fait la même boulette. Et tu te dis, mais comment c'est possible ? En fait, c'est parce que c'était un coup qui avait l'air bien, mais qui se trouve que c'était piégeux et qu'en fait, derrière, il y avait par exemple, tu as une pièce que tu peux manger sur ton plateau et tout le monde se dit « Ah, on peut la manger vite, on y va. » Tu vois, c'est très attirant. Mais en fait, une fois que tu l'as prise, tu n'avais pas vu que 3 coups derrière, il y avait un enchaînement qui faisait que « Ah non, zut, en fait. » Si on le réduit avec les capitales, tu prenais un exemple avec les capitales, justement, c'est Ankara, Istanbul, laquelle est la capitale de la Turquie, c'est la question piège, c'était de répondre Istanbul, etc. C'est valable, si tu veux le pousser, ce principe, c'est valable en politique aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité, elle se fait facilement avoir par des choses qui, en apparence, sont des bonnes options. Donc, si tu as un candidat à une élection, par exemple, même si tu n'as aucun programme, c'est complètement creux ce que tu as, si tu donnes l'impression que tu vas apporter des choses aux gens, par exemple, tu dis avec moi, il n'y aura plus d'impôts, vous serez tous heureux, je vais vous donner 1 000 € par mois, des trucs comme, tu vois, tu dis n'importe quoi pour plaire aux gens, ça s'appelle la démagogie. Et en fait, tu es une option
qui est très attirante, mais qui est un piège. Et la majorité adore les pièges. Si je veux demain, en tout cas, mettons-nous à la place, on veut l'endiguer, on veut pas la créer. Comme ça, on est du côté des gentils. On veut créer une révolution, un mouvement social, on veut renverser le système. Ok. C'est quoi le plan? Comment on fait en tant qu'organisation collective pour s'organiser au mieux pour renverser un système? Déjà, bonne chance. Je parle pas du système français en particulier, hein, je dis de manière générale. Loin de moi des idées révolutionnaires, forcément. Très heureusement, je n'ai pas la recette. Mais force est de constater qu'il y a des recherches qui vont dans ce sens. Alors, les recherches qui vont dans ce sens, elles ne sont pas nécessairement politiques. Ce n'est pas vraiment comment renverser le gouvernement. C'est plus comment créer un point de bascule. À nouveau, comme je te disais tout à l'heure, les chercheurs, ils commencent par simple. Okay, c'est compliqué, là, on ne va jamais se lancer là-dedans. On va commencer par un problème beaucoup plus simple, qui n'a aucun intérêt, mais qui a juste au moins le bénéfice d'être simple, comme ça on comprend comment ça marche. Et le problème simple en question, c'est la Ola dans les stades. C'est un modèle de point de bascule, c'est-à-dire que tu peux aller dans un stade et tu te lèves en faisant « Oh là !» et tu seras le seul à te lever, en fait. Il ne va rien se passer du tout. Okay, ouais. Et ça permet de voir mais quelles sont ces conditions qui font qu'à un moment donné, si on est suffisamment nombreux et que les conditions sont bonnes, et ben en fait, quand tu vas te lever faire « Ola !», ça va déclencher un truc. Tu vois, le résultat, en fait, c'est un résultat tout ou rien. C'est-à-dire que soit ça ne prend pas, soit ça démarre et c'est parti pour tout le monde. C'est pas une évolution linéaire, tu vois, où c'est plus tu mets de monde, plus ça part loin. Non, non, c'est genre ça part pas, et hop, d'un seul coup, pouf, ça part. Tu vois. D'accord. Et donc, tu as cette fameuse transition-là qui est un point de bascule. Et donc, on se dit, en fait, combien de personnes il faut pour faire une Ola? Réponse simple, il en faut 35. Peu importe la taille du stade? Ça, peu importe la taille du stade, oui. D'accord. Peu importe la taille du stade. La taille du groupe n'importe pas. 35, en réalité, c'est la moyenne sur toutes les observations qui ont été faites. Mais ça va varier, et ça va varier en fonction d'un truc qui est difficilement maîtrisable. C'est le contexte. Techniquement, ça s'appelle le degré d'excitabilité. D'accord ? Donc, en fait, si tu as une foule qui est très excitable, il te faudra moins de 35 personnes pour la démarrer. Et si tu as une foule qui est peu excitable, il te faudra plus de 35 personnes. Okay, et ce degré d'excitabilité, il dépend de, par exemple, si c'est un match de foot, de ce qui se passe sur le terrain. D'accord ? Si ton match il est soporifique, ennuyeux, en fait, ton seuil de 35, il va commencer à monter. Okay ? Et si le match il est super excitant, que ton équipe elle gagne, etc., il faudra moins de 35 personnes pour le déclencher. D'accord ? Maintenant, si tu veux pousser vers la révolution, en fait, tu as un peu la même dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça démarre, ça se propage de proche en proche. Et puis là, c'est parti. Tu peux avoir le printemps arabe, par exemple, a été beaucoup étudié dans les années 2010, où tu as des premières manifestations qui apparaissent en Égypte. Et puis, ça se propage, et puis le gouvernement tombe, et ça continue. Ça va aux pays voisins, et ça continue aux pays voisins. Et puis, tu as tout le monde arabe comme ça qui est ébranlé par ces vagues de manifestations. Ça a été beaucoup étudié aussi en littérature scientifique, un belle étude de cas. Le problème, c'est cette histoire de contexte qui va faire varier le seuil. Oui, c'est à quel point là, dans quelque ce chose de maîtrisable. La population était déjà énervée, avait déjà envie de faire la révolution, et à quel point elle était prête. Exactement. Et elle attendait une étincelle là-dessus. Et là, ça peut être aussi, en France, ça peut être le contexte économique, tu vois. Si le pouvoir d'achat diminue trop fort et que les gens commencent à devenir pauvres, etc., d'un seul coup, le degré d'excitabilité, il monte. Et là, tu es plus susceptible à quelque chose de massif à partir d'une petite étincelle. Mais qui peut déclencher une révolution? Tu parlais du printemps arabe. Exemple, si en France, Squeezie dit c'est la révolution, on y va, on fait la révolution. Est-ce qu'il va être suivi? Donc voilà, on rentre un peu dans le dur, mais il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait plaisir de te parler de ça. Le fait que ça prenne là, que ça embrasse tout, c'est une forme de contagion comportementale, contagion sociale. Donc en fait, je suis pas content, je vais dans la rue, je manifeste, hop, les autres ils me voient, ils font pareil, les autres ils me voient, ils font pareil, pouf, ça embrasse tout le pays et révolution. D'accord ? Ça s'appelle une contagion sociale. Sauf qu'en fait, des contagions sociales, elles sont de deux formes. Okay ? Tu as tout ce qui est risqué et tout ce qui n'est pas risqué. Tout ce qui n'est pas risqué, les gens de marketing le savent très bien, ça marche autour des influenceurs. Tu veux vendre un produit, tu contactes un influenceur parce qu'il a une forte portée, tu lui dis de faire de la pub. C'est pas un comportement à risque pour toi, pour ta vie, etc. En tant que créateur. Et du coup, c'est une contagion qu'on appelle contagion simple, c'est-à-dire que Squeezie va être exposé à plein de monde. Il y a certains qui vont acheter le produit, qui vont eux-mêmes l'exposer à d'autres gens qui vont acheter. Et puis, en fait, tu peux créer comme ça une forme de buzz. C'est la même chose avec les petites vidéos, les petits films qui circulent sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ça, c'est de la contagion simple, ça va de proche en proche. Il n'y a aucune implication autre à partager juste parce que tu l'as trouvée marrante, etc.
Et donc là, l'influenceur, il est super puissant parce qu'il permet de démarrer la contagion hyper fort, tu vois. Mais maintenant, si Squeezie dit on va tous devenir végétariens parce que c'est important pour le climat, etc., en fait, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que c'est pas le même genre de contagion. C'est ce qu'on appelle une contagion complexe, cette fois-ci, par opposition à une contagion simple. Et en fait, il suffit pas de diffuser à large échelle pour que ça fonctionne. Okay, on n'est pas susceptible à cette forme d'influence. C'est pas parce que je vois une personne que j'aime bien qui devient végétarienne que je vais moi-même devenir végétarien. Ça marche pas comme ça. Il y a plus de contraintes dans ma vie. Ouais, il y a devenir végétarien. Exactement. Il y a plus de contraintes. Ou bien c'est pas parce que je vois quelqu'un qui va dans la rue, cette fois c'est pas des contraintes, c'est des risques. Ou voilà, je vais pas passer le pas juste parce que j'ai vu quelqu'un qui le fait. Okay, ouais. La contagion simple, ça se propage à partir du moment où j'ai un certain nombre de mes amis qui le font. Okay, donc si tu as, disons, 10 amis proches, qui est une moyenne raisonnable, si tu en as 6 qui deviennent végétariens, en fait, tu as très forte chance d'être le 7e. Tu vois, donc il y a une influence qui n'est pas sur la popularité, mais qui est sur le nombre. Okay, c'est ça une contagion complexe. D'accord. Et d'un seul coup, la propagation, elle est plus complexe. Enfin, je veux dire, ça démarre pas pareil. Réponse à ta question, pour démarrer un phénomène de contagion complexe comme la révolution, les manifestations par exemple, il faut que tu aies suffisamment de monde qui démarre en même temps dans une région qui est très dense, donc il faut que avec beaucoup de connexions sociales. D'accord ? Donc tu vas dans une région de ton réseau social là, où les gens sont tous connectés les uns aux autres, et s'ils sont suffisamment nombreux à partir, comme par exemple la Ola dans un stade de foot, ouais. C'est un truc très dense, c'est-à-dire que tout le monde voit tout le monde, donc on est très connectés les uns aux autres, et à partir du moment où il y a un nombre suffisant qui démarre, ça va démarrer d'ici. Et là, ça va se propager. C'est pas le gros influenceur qui va lancer le mouvement. Et le gros influenceur peut être un relais où il aura autant d'impact qu'une personne dans ce réseau, peu importe les connexions qu'elle a. Le gros influenceur va avoir autant d'impact qu'une personne. En général, ça va suivre. À partir du moment où le mouvement s'est mis en place, là, tu as les influenceurs qui suivent. C'est ce qui a été vu sur le printemps arabe. Il y a toutes les données Twitter qui ont été téléchargées. Et on voit qu'en fait, le mouvement démarre dans les fins fonds du réseau, en fait, dans des coins très connectés de gens pas connus qui commencent à développer cette idée d'aller manifester, d'aller dans la rue. Et seulement après, une fois que la masse critique est atteinte, tu as les influenceurs qui viennent se joindre au mouvement. D'accord ? Donc en fait, tu vois qu'une contagion simple, une contagion complexe, ça démarre différemment. La simple, elle est facile à mettre en place, donc c'est pour le marketing, etc. Pas de problème. Mauvaise nouvelle parce que c'est la même pour les virus. Donc c'est pour ça qu'on se tape des pandémies parfois. La contagion complexe, elle est extrêmement difficile à démarrer. Mais du coup, un influenceur, un créateur de contenu n'a aucun impact, aucune influence sur des élections, par exemple ? Ça dépend dans quelle mesure le fait de mettre un bulletin dans une urne relève de la contagion simple ou de la contagion complexe. Je n'en suis pas certain. Je pense que c'est de la contagion plutôt simple en réalité. Je pense que c'est équivalent à vendre un t-shirt. Ouais. Il y a une étude en 2024 qui a été publiée sur le vote en Allemagne, notamment les votes par correspondance, parce du coup, on a pu avoir des chiffres grâce à ça, en 2019 aux élections européennes. Okay. Et il y a un youtubeur allemand qui a fait une vidéo qui est l'équivalent du Squeezie, donc il ne fait pas de vidéo politique de base, mais qui a fait une vidéo de 50 minutes dédiée pour démolir la CDU, donc le parti d'Angela Merkel. Et après étude, il a été montré qu'à partir du moment où cette vidéo a été publiée, la CDU a perdu des points au profit du coup, du parti écologiste qui a gagné les élections européennes. Et donc ça s'est joué à pas grand-chose, mais ça s'est joué notamment avec cette vidéo-là. Ok. À mon avis, dans ce cas-là, le facteur populaire, le fait que ce soit une personne très suivie, c'est pas finalement ça moins d'impact. Enfin, ça en a beaucoup parce qu'il est très exposé. Mais ce sont des critères qu'on retrouve beaucoup dans tous les facteurs d'influence. Donc nous, quand on travaille sur la discussion, donc on fait des expériences sur des gens qui discutent et qui doivent décider ensemble. Okay, et on regarde qui a eu le plus d'influence dans le groupe. Okay, et si on veut que le collectif soit efficace, il faut que tout le monde ait à peu près autant d'influence. Comme ça, tu vois, c'est assez équilibré. Tout le monde apporte sa petite part d'information, son intuition, et l'ensemble va être une sorte de diversité de nos points de vue, et ce sera efficace. Malheureusement, ça ne se passe souvent pas comme ça dans une discussion. Il y a des critères d'influence qui vont déterminer un peu trop la décision. Et le premier critère d'influence, c'est le temps de parole. Okay, donc si tu as dans une discussion, et c'est souvent le cas d'ailleurs, un membre du groupe qui parle beaucoup plus que les autres, eh bien, tu te rends compte que la décision du groupe à la fin, elle a été plus influencée par celui qui a parlé plus que par ceux qui ont parlé moins. Là, tu parles plus que moi, donc tu vas plus influencer notre audience que moi. Absolument, exactement. La première chose qu'on donne en termes de consignes pour discuter efficacement, c'est équilibrer le temps de parole entre tout le monde. Dans le cas que tu me décris de l'influenceur là, en question, en fait, tu te retrouves avec juste quelqu'un qui va parler pendant 50 minutes.
Donc forcément, il va juste influencer beaucoup de monde en même temps. Tu vois. Donc c'est pas sa popularité finalement qui lui donne de l'influence, c'est juste sa visibilité et le fait qu'il parle très longtemps pour un sujet. Donc en fait, chaque minute passée va influencer plus de monde et encore plus de monde et encore plus de monde, etc. C'est difficile à corriger, l'inégalité de temps de parole, parce qu'au début, on se disait, et c'est probablement ce que tu dis ou ce que les gens se disent, c'est facile, il suffit de dire aux bavards de se taire. En fait, non, c'est pas aussi simple. Le plus dur, en fait, c'est de prendre les timides et de les faire parler. C'est ça le plus dur. Okay, et tu peux pas ordonner à un timide de parler. Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire, toi, t'as pas parlé, vas-y, dis ce que tu en penses. Oui, s'il n'a rien à dire à ce moment-là. Et puis même, c'est encore plus contraignant et c'est pas la même façon. Pour faire parler les timides, en fait, il faut être dans un contexte qui est rassurant, contexte de confiance, etc. Donc c'est quelque chose qui se construit. Donc souvent dans une réunion en entreprise par exemple, on se dit ouais mais moi c'est toujours les mêmes qui parlent, personne ne participe, etc. En fait c'est pas leur faute, c'est parce que l'environnement, le contexte, il fait que les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur de dire une bêtise par exemple. Et donc c'est plus dur de faire parler les timides que de faire taire les bavards. Ça me parle vraiment parce que nous on organise des débats au Crayon, donc c'est jamais évident de faire en sorte qu'il y en ait un qui parle moins que l'autre ou plus que l'autre, de respecter les temps de parole de chacun, etc. Donc on réfléchit beaucoup à ces sujets-là aussi au Crayon. Et d'ailleurs, une de nos missions à nous, c'est de réunir. On veut pas que les gens se clashent, mais on veut que les gens puissent justement essayer de construire ensemble et essayer de voir ce qui les rassemble et ce qu'ils ont en commun. Pourquoi je te parle de ça, c'est que dans ton livre, tu parles tu essaies de faire comprendre comment naissent les conflits et d'où ils peuvent naître et comment on a des gens qui peuvent amener à se détester alors que de base, ils faisaient partie de la même communauté, du même groupe. C'est un gros problème en fait dans le domaine de l'intelligence collective où tu commences à trouver des façons de décentraliser les prises de décision, la résolution de problèmes, etc. Il y a un souci, c'est qu'en fait, si jamais tu as une césure qui se produit dans le groupe, avec des sous-groupes qui se forment et qui entrent en conflit, en fait, tout ce qu'on a développé, ça va plus marcher parce qu'en fait, au lieu de voter, ils vont juste se taper dessus. Pendant une discussion, ça va créer de la polarisation, c'est-à-dire que les gens vont être de moins en moins d'accord. Plus ils parlent, moins ils sont d'accord, etc. Ils ont une sorte de passif ensemble et ça marche plus, etc. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre et essayer d'appréhender. Comment se forment les conflits ? C'est les premières recherches psychologie sociale, tu vois, 1900-1950, et un petit peu après, 50-60, sont beaucoup focalisés sur les conflits et comment elles naissent. En réalité, ce qui se passe, c'est des formes de regroupement identitaire, ce qu'on appelle techniquement de l'homophilie. C'est assez simple et assez innocent à première vue, c'est-à-dire que quand tu mets plein de gens ensemble, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont devenir amis, et puis d'autres qui vont pas trop se parler parce qu'ils s'entendent pas. Et il se trouve que ceux qui deviennent amis, souvent, c'est ceux qui se ressemblent. Hommes-femmes, par exemple, tranche d'âge, jeune, moins jeune, intermédiaire, façon de s'habiller, très, très important, accent régional, etc. Couleur de peau aussi. Couleur de peau, etc. Okay, et donc, en fait, tu vas avoir des sous-groupes qui vont se former par homophilie en réalité, qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. Et ça engendre une forme de problème, c'est qu'en réalité, tu vas avoir progressivement, à mesure que le temps passe, une forme de scission progressive qui va se produire, c'est-à-dire que tu as des sous-groupes qui se sont formés là, qui sont des gens... souvent, tes tendances politiques, en plus, se reflètent dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu parles, dans les propos que tu as, bien entendu. Et donc, souvent, tu vas avoir un groupe qui est, disons, un peu plutôt de gauche ici, puis un groupe qui est un peu plutôt de droite là, par exemple, parce qu'ils sont physiquement déjà un petit peu différents, ils s'habillent différemment, ils parlent différemment, etc. Et ces scissions, elles vont en progressant, en s'accentuant avec le temps. C'est pas un problème. C'est pas non plus la guerre, hein. C'est juste qu'il y a des sous-groupes qui se forment et c'est comme ça. Le problème, c'est que si jamais il y a une dispute entre deux personnes d'un sous-groupe différent, cette dispute, elle va pas rester individuelle, personnelle. Ça va pas être juste... Elle va concerner chaque sous-groupe. Ouais, elle va se dépersonnaliser et elle va se transformer en dispute qui est du sous-groupe du premier contre le sous-groupe du deuxième. Ok ? Tu regardes les rassemblements identitaires, tu les vois tout de suite. À nouveau, c'est un cliché, mais ça marche super bien avec les supporters de foot. Supporters de foot, tu as un match... allez, je prends deux équipes, là, Paris contre Marseille. Tu as un match Paris-Marseille, des gens qui se baladent dans la rue avec un signe visible de supporter du PSG. S'ils croisent un autre signe visible supporter de PSG, tout de suite, il y a une forme de reconnaissance. Genre, on est dans le même camp, on est dans le même groupe, on est des potes, etc. Et voilà, c'est tout. Et puis, il y a les autres.
Si jamais à la terrasse d'un bar, il y a une dispute entre un OM et un PSG, ça va pas rester une dispute entre un OM et un PSG, ça va se transformer en bagarre collective. Parce qu'en fait, tu vois un gars qui a la même tenue que toi, tu le connais pas, hein, tu sais pas pourquoi ils se disputent, mais il a la même tenue que toi et il se bat contre un de l'adversaire en face, là, du camp opposé, bah, tu vas venir à son aide. Et pareil, dans l'autre, ils vont venir à son aide et donc le conflit se dépersonnalise. Mais du coup, quand on t'entend là, on se dit, bah, ok, on essaie d'annuler les sous-groupes, les communautés, et comme ça, l'humanité vivra en paix et en harmonie. La notion de sous-groupe, c'est un truc qu'on crée dans notre tête. D'accord ? Donc en fait, en fonction du contexte, on va changer de sous-groupe. Par exemple, on appartient tous au sous-groupe des humains. Par exemple. Donc on pourrait aussi avoir ce critère d'identification pour nous unir, où on appartient tous ici là au sous-groupe des gens qui vivent en France. Mais à chaque fois que tu zoomes, bah, tu peux trouver une nouvelle forme de sous-groupe. Et toi, tu es dans le sous-groupe des gens qui ont une barbe, et moi, je suis dans le sous-groupe des gens qui en ont pas, par exemple. Donc tu vois, il y a plein de dimensions différentes. Et l'idée, pour que ce soit uni, c'est qu'on arrive à créer une sensation de communauté autour d'un sous-groupe qui englobe le plus de monde possible. L'expérience de Shérif dont tu parlais, lui, il fait des expériences avec des enfants, des expériences qu'on n'a plus du tout le droit de faire aujourd'hui, des trucs qui ne seraient pas du tout validés par un comité d'éthique, où il va recruter des enfants pour une colonie de vacances soi-disant. Donc en fait, il ne dit pas aux participants qu'ils font partie d'une expérience, on n'a pas du tout le droit de faire ça aujourd'hui. Et puis en fait, il va délibérément créer 2 sous-groupes en mettant des éléments d'identification. Donc il dit vous êtes les je sais plus quoi, les serpents ou les cobras, et puis les crotales. autres les crotales contre je me rappelle plus l'autre, aigle. Les aigles, c'est aigle et crotales. bien, ça absolument, etc. Et en fait il crée tous les éléments d'identification de façon à ce que les 2 groupes d'enfants s'identifient très fort l'un à l'autre. Et en fait, quand il les met en opposition, juste en disant tiens, au fait il y a un autre groupe qui dort dans la maison d'à côté, ça crée un renforcement des liens internes. Le premier élément de ça, c'est qu'en fait, tu crées des sous-groupes quand tu as un ennemi commun. C'est pas très constructif et pacifique comme approche, mais non, disons... mais on compte s'admettre d'un point de vue géopolitique. Absolument. On est plus proche de l'Ukraine en Europe depuis que la Russie l'a envahi aussi. Voilà, exactement. Et t'as un sentiment d'Européen d'un seul coup. Où tu dis, avant j'étais français, mais depuis que la Russie attaque l'Ukraine, d'un seul coup j'ai un sentiment d'Européen parce qu'on est dans le sous-groupe. Ce qui signifie que si par exemple des aliens nous attaquent, et ben d'un seul coup, le sous-groupe être humain va devenir beaucoup plus soudé. Okay, donc, tu veux résoudre le conflit israélo-palestinien, tu peux créer une attaque d'aliens, et normalement, tous les humains vont s'unir contre les aliens, parce qu'ils ont un ennemi commun qui est encore plus haut en termes de structuration. Tu vois, c'est comme les poupées russes, tu vois, et donc tu vas chercher le sous-groupe qui englobe. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est des solutions, je crois que c'est dans cette expérience-là, de Shérif, où il est fait se diviser, et il y a une compétition. Mais il y a aussi la résolution du conflit qui est résolver un problème, et vous devez être ensemble pour résoudre ce problème. Exact. Donc en fait, il fait cette expérience pour voir à quel point les groupes peuvent se scinder. Mission accomplie, c'est une catastrophe. Les enfants se jettent des pierres et sont prêts à aller brûler le bungalow des autres pendant la nuit. Donc là, il perd un peu le contrôle sur l'expérience. C'est pour ça qu'on n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Et après, il se dit, OK, bon, j'ai réussi à créer une guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment je vais faire pour la résoudre ? Et là, il teste des trucs. Et parmi les trucs qui fonctionnent, c'est créer un besoin commun. Donc, par exemple, les 2 cabanes des 2 groupes d'enfants sont alimentées par un réseau d'eau. Et en fait, il y a un tuyau qui s'est cassé. Évidemment, ça a été fait exprès. Et ce qui fait que les 2 groupes n'ont plus d'eau. Et le seul moyen de le réparer, en fait, c'est de bosser ensemble. Il y a besoin de tout le monde là. Et du coup, ils sont obligés de bosser ensemble contre un problème commun. Et ça crée une unité, et donc comme ça, il arrive à résoudre le problème entre les crotales et les aigles. Mais il y a beaucoup de politiciens qui l'ont compris, où tu vas finalement essayer d'unifier ton électorat en créant un danger, en créant les autres là. Et des fois, tu peux l'inventer de toutes pièces. Tu peux dire mais il y a des aliens qui sont cachés parmi nous contre les aliens, votez pour moi. Et en fait, ça peut marcher. Donc alien, c'est pour rigoler, mais finalement, tu vas retrouver voilà, peut-être en général, c'est les étrangers qui prennent. L'ennemi commun, ça marche très bien. Tu parlais de politique là juste avant, ça me fait penser à une question. Est-ce que tu penses qu'il y a un politique justement qui maîtrise mieux la psychologie des foules et qui l'utilise à bon escient? Je pense que Trump, il maîtrise pas mal le truc en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment notre gros piège dont on parlait tout à l'heure là. Tu sais, quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Abidjan. Donald Trump, c'est Abidjan, quoi. C'est-à-dire que c'est l'option où il te fait des promesses incroyables pendant la campagne. Là. Avec moi, il y aura des trucs qu'un enfant dirait. Tu vois, un enfant de 8 ans, avec moi, ce sera la paix, vous serez riches et tout. Et en fait, tu dis, ah ouais, c'est bien. Et en fait, c'est le gros piège, t'attires du monde. Et
il parle de manière très simple, avec des mots très simples. Il a un champ lexical très pauvre. Il arrive à toucher beaucoup de monde et tout. Et du coup, c'est l'exemple typique de la coquille vide, tu vois. Est-ce que ça, si tous les politiques s'en inspiraient et faisaient exactement comme lui, est-ce qu'au bout d'un moment, les citoyens se diraient pas, bon, quand même, ils sont tous stupides, ils disent tous une phrase après l'autre. Enfin, Trump, en tout cas, la stratégie qu'il utilise, c'est celle que tu développes. Il peut s'essouffler Je dis pas qu'il est stupide ou quoi par ailleurs, mais en tout cas, il y a cette stratégie-là. Est-ce que cette stratégie, elle risque pas, les citoyens, au bout d'un moment, ils risquent pas de se dire, bon, bah, il nous ment avant d'être élu et en plus, il nous prend pour des débiles. C'est-à-dire que tu as un problème de bilan dans ce genre de situation où en fait ton bilan il est jamais vraiment clair. Je quitte le monde de la politique parce que je le maîtrise pas. Il y a un type de problème qui est assez commun, sur lequel on a beaucoup travaillé aussi dans l'intelligence collective, c'est les prédictions. Est-ce que tu es bon pour prédire ce qui va se passer dans le futur ou pas, okay. Et en fait, il y a des études qui sont faites depuis le milieu des années 90 qui sont assez incroyables sur des pronostiqueurs professionnels, dont des économistes, etc., où tu cherches à savoir est-ce qu'ils sont bons pour prédire l'avenir, pour prédire ce qui va se passer ou pas. Et il se trouve qu'ils ne sont pas terribles. Donc quand tu fais effectivement l'expérience, tu leur demandes de faire des pronostics et après quelques années, tu vérifies. En général, les bons n'étaient pas terribles. Mais ils ont quand même vachement de verve et de bagou et ils savent parler, ils savent expliquer leurs trucs, etc. Si bien qu'en fait, un pronostiqueur, quand il avait raison, tu te rappelles de lui et quand il avait tort, finalement, tu l'as oublié. Et c'est un peu pareil, tu vois, c'est ce que j'essaie de pousser avec les politiciens, c'est que le bilan, il se fait jamais vraiment sur un politicien, c'est-à-dire que tu vas pas vraiment, tu vas te rappeler des choses qui ont été réalisées ou des grands moments, mais finalement, on fera jamais la liste, dans l'ensemble, ça marche pas terrible. Ouais. Non, mais ma question, c'est est-ce qu'on va voir la politique devenir, se trumpiser, ou est-ce que la politique, Trump n'est qu'un phénomène qui disparaîtra? Je sais pas. Je pense, sans aucun élément scientifique derrière, vraiment juste intuition, je pense qu'on a tendance à s'appuyer plus sur la notion de chef, pour revenir sur le sujet, et l'autorité centrale, quand on est dans l'incertitude. Okay. Donc quand ça va mal, qu'on est en galère financièrement, qu'il y a une menace de guerre ou des choses comme ça, il y a un côté un peu rassurant à s'appuyer sur une figure autoritaire et tu dis ouf là, je savais pas quoi faire, je me fie entièrement à cette personne et puis je mets mon destin entre ses mains et je lui fais confiance, etc. Je pense que les choses qui sont très centralisées comme ça, l'autoritarisme, c'est quelque chose qui apparaît en situation d'incertitude. Okay. Donc si le monde devient incertain, ce qui semble être le cas, d'après cette théorie, qui reste qu'une hypothèse pour l'instant, ça devrait effectivement conduire à plus d'autoritarisme. Je t'ai demandé au début si on pouvait prévoir l'avenir avec une foule et tu m'as dit oui. Ouais. On peut prévoir l'avenir avec une foule. Genre là, je peux dire demain il va pleuvoir ou pas si j'ai 100 personnes. Ah oui, tu peux dire beaucoup plus que ça. Tu peux dire s'il va y avoir... si la France va gagner la Coupe du Monde en 2026 ? Oui, alors mais je peux pas te le dire en termes de oui ou non, mais tu pourras le savoir en termes de probabilité. Depuis une des toutes premières expériences qui a été faite dans l'intelligence collective, c'est l'estimation des grandeurs. C'est la fameuse expérience de Francis Galton en 1905-6, où en fait il va demander à plein de gens dans une foire agricole s'ils sont capables d'estimer le poids d'un bœuf. Et puis il va se rendre compte que les gens donnent des estimations complètement débiles, mais que statistiquement, si tu fusionnes toutes ces estimations, tu obtiens quelque chose qui est très proche de la bonne réponse. Et le mécanisme derrière, c'est que les gens qui surestiment et ceux qui sous-estiment, ils ont statistiquement les mêmes chances d'apparaître. Et donc quand tu demandes à plein de monde, les erreurs s'annulent et tu te retrouves juste avec une forme d'intuition que tout le monde avait, sans l'erreur qui est à côté, qui est proche de la bonne réponse. Toute première découverte d'intelligence collective qui a été négligée pendant un siècle, qui est réapparue au début des années 2000. Et progressivement, on a commencé à comprendre que ça fonctionnait très bien. Du coup, les chercheurs, ils ont commencé à se dire, OK, on va essayer d'estimer plein de grandeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait estimer comme grandeur, comme chiffre ? Et ils ont pensé à estimer des probabilités. Et donc, on va essayer de demander à des gens de prédire des événements qui ne se sont pas encore produits et de prédire la probabilité que ça se produise. Et donc, en fait, tu demandes à plein de gens, tu les fusionnes, tu obtiens une valeur, par exemple 80% de chances que ça se produise, et tu dis, voilà, c'est la prédiction. Comment tu fais pour vérifier ça ? C'est pas facile. Hein. Ouais. Si la foule te dit, il y a 80% de chances que ça se produise et que ça se produit pas, est-ce qu'ils ont eu tort ? Ou est-ce que c'était juste les 20% qui restent ? Complexe. Donc, en fait, il a fallu trouver une technique. Et en fait, l'idée, c'est de demander de prédire plein de phénomènes différents. Tu prends tous ceux pour lesquels la moyenne était de 80%, par exemple, et tu regardes dans ce groupe d'événements
où la moyenne était 80%, est-ce que tu en as effectivement 80% qui se sont réalisés? Donc il faut que dans ce groupe où la moyenne était à 80%, dans ce groupe d'événements, il faut que tu en aies 8 sur 10 qui se réalisent et 2 sur 10 qui ne se réalisent pas. Et alors, ce sera très fin. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un truc en particulier, une prédiction qui t'a marqué, toi, dans ce que tu as pu Non, voir? il y a un site qui existe pour ça qui s'appelle Hypermind. J'aime bien y aller de temps en temps. Et il y a une prédiction en particulier, c'est y aura-t-il une guerre nucléaire avant la fin de l'année? Ouais. Et celle-là, je vais à chaque fois régulièrement la consulter juste pour me rassurer Et un alors, peu. elle a combien? Après les Bah, déclarations du chef d'état-major des armées, on est un peu inquiet là. Ça monte jamais au-delà de 1%, 2%. Ah, ok. Quand même. Je vous invite à retrouver son livre. A-t-on besoin d'un chef? Si tout ça vous a intéressé, vous avez des expériences avec les 100 personnes, plein d'expériences, et vous pouvez vous amuser à faire ces expériences-là et essayer de les résoudre tout seul. Vous verrez que la foule est souvent plus intelligente que vous. Merci beaucoup, Mehdi. Mais merci beaucoup, avec plaisir. C'est ça, j'adore mettre des gens en scène dans mes expériences. J'adore observer des gens, c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin. Il y a un côté un peu télé-réalité où on imagine 100 personnes qui sont enfermées face à différents types de problèmes. Et puis voilà, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez retrouver une vidéo tous les lundis et tous les jeudis sur cette chaîne. Vous pouvez aussi l'écouter en format audio sur toutes les plateformes de podcast. Salut!